Bonjour, bienvenue à Citoji Talk, une série d'entretiens avec des professionnels éminents et des leaders d'opinion qui vise à explorer les défis de gouvernance soulevés par les nouvelles technologies de modification du climat. Je suis Marc Turner, consultant senior de communication pour l'initiative Carnegie sur la gouvernance du climat, la C2G, et je suis aujourd'hui avec Ninoy Omaboe, qui est un jeune activiste du climat du Ghana, à Accra, qui a cofondé la première semaine de la durabilité en Afrique, qui fait partie de l'équipe mondiale de coordination de la jeunesse de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Au cours des 8 dernières années, il a travaillé dans différentes ONG liées au climat et il travaille actuellement avec Impact Up Ghana, qui vise à fonder des conseils de la jeunesse pour le climat. L'année dernière, il a, avec une organisation, avec Youth Climate Ghana, il a projeté un documentaire qui s'appelle Weather Control Debate on Geoengineering. Bienvenue à Citoji Talk. Merci beaucoup, Marc. C'est moi qui suis ravie d'être avec vous et de parler aujourd'hui avec vous. Parfait. Nous allons commencer par le début. Qu'est-ce qui vous a motivé à travailler sur le domaine des changements climatiques? Que voyez-vous autour de vous au Ghana? Qu'est-ce qui se profile d'après vous pour les années à venir? Mon travail dans le développement a commencé il y a 8 ans avec une organisation au Ghana qui prenait des stagiaires, des jeunes, et on travaillait avec des personnes sans domicile. Donc, j'ai terminé le lycée et je suis quelqu'un qui s'est toujours soucié des autres. Ça s'est tourné ensuite vers l'environnement. Donc, au début, on voyait ce qui se passait dans la ville. Donc, j'ai rejoint ces organisations. On apportait du soutien, du réconfort aux personnes qui dorment dans les rues d'Accra. Ensuite, j'ai commencé à intégrer ce mouvement sur la jeunesse du climat et à faire du plaidoyer pour le climat. Ensuite, surtout quand j'ai rejoint l'université où on a travaillé avec un groupe sur les objectifs de développement durable, j'ai également fait des campagnes pour Amnesty International, pour la Croix-Rouge internationale et pour des groupes de défense des droits humains. Après la semaine de la durabilité en 2019, j'ai rejoint d'autres types de campagnes. Donc quand on me demande comment je me suis retrouvée dans le climat, j'étais bien sûr influencée par les effets qui se font ressentir. Car pour les gens qui sont des pays du Sud global, nous voyons que nous avions assez peu de ressources pour les campagnes, mais je ressens ce besoin, j'ai ressenti ce besoin à partir de là. Donc j'ai commencé, et avec j'en ai lu davantage sur les défis climatiques, j'ai rejoint des campagnes et j'essayais de voir la perspective, de voir le point de vue des gens du Sud global. Ça a changé et évolué vers ce que je fais aujourd'hui avec le mouvement de la jeunesse pour le climat. Et donc, l'organisation a démarré et je l'ai cofondée. Sur les défis climatiques, comment est-ce que le Ghana est affecté d'une façon les plus évidentes? C'est l'élévation du niveau de la mer qui affecte tous les ans les communautés côtières. On l'entend aux nouvelles, bien entendu. Donc, ça affecte donc des écoles, des endroits pour l'enseignement. Mais comme une personne qui vit en tant que personne qui vit dans une communauté côtière, je suis très attachée, bien sûr, à ma communauté. Nous avons vu comment ça touche les pêcheurs. La pêcherie informelle, par exemple, il y a moins de poissons. C'est dû au fait que les récifs coralliens sont affectés par de plus grandes vagues et ça se traduit par une diminution du nombre de poissons et ça se répercute sur les besoins économiques, sur les femmes donc dont les moyens de survie dépendent du poisson et donc ils n'auront pas pouvoir s'occuper de leurs enfants, etc. Et quel niveau de sensibilisation voyez-vous en particulier parmi les jeunes, mais même en général, sur toutes ces choses qui arrivent, comme la pêche dont vous parliez? Et est-ce que les gens sentent que c'est lié au changement climatique?
Est-ce un débat qui se trouve sur le devant de la scène? Je pense qu'en général, c'est une discussion qui est importante, mais le manque d'opportunités économiques détourne l'attention des personnes sur le fait que le changement climatique est un gros problème. Ça, c'est un défi pour les jeunes. Et même avec les opportunités que l'on a, par exemple, vous voyez, nous avons beaucoup de terres agraires, agricoles, mais le changement climatique ne facilite pas aux jeunes l'accès à cette agriculture en raison de tout ce qui peut affecter l'agriculture. Et donc, ça les détourne de l'agriculture. Mais je pense que les réseaux sociaux ont véritablement facilité la tâche à la jeunesse qui peuvent beaucoup mieux s'informer sur tous ces défis. Ils voient ce qui se passe, ce qui arrive, c'est en ligne, ils voient véritablement ce qui se passe avec les changements climatiques, ils voient les inondations que nous avons au Ghana. Et ces inondations sont aussi connectées au défi du plastique et tout ceci est lié. Pourriez-vous m'en dire un peu plus sur la durabilité à Accra? Quel type de réaction ou de réponse, quel type d'actions sont-elles prises? Est-ce qu'il y a quelque chose en cours? Donc on a commencé en 2019. Nous étions un groupe d'amis qui étaient des personnes engagées dans des sujets comme ceci, qui étaient dans des mouvements. Nous nous sommes réunis, car il faut voir qu'au même moment, en Suisse, il y a eu un mouvement qui avait démarré avec des jeunes. Nous avons été en contact avec ce mouvement international. La grève pour le climat, ah oui. Que nous nous sommes engagés et impliqués dans ce sujet. Nous avions des modèles qui étaient très attirants pour nous, car pour des jeunes qui veulent avoir ces exemples qui leur parlent, et pour faire des choses, pour faire des ateliers, des projections de films, pour planter des arbres, donc avoir des activités avec les communautés. Donc nous avons décidé de lancer notre propre mouvement au Ghana. Et nous avons le soutien de plusieurs organisations. Nous avons reçu des financements d'organisations. Et le fait d'avoir ce soutien nous a permis de mener des actions comme de la reforestation, de la forestation, des ateliers sur le thème de l'écologie, des visites de sites environnementaux. Et à partir de là, nous avons le mouvement s'est élargi à partir de là, avec des choses plus importantes, avec des réunions hebdomadaires, en engageant des bénévoles dans les communautés. Et ça s'est transformé avec l'université également. Il y a eu une initiative qui a été créée par des collègues, et tout ceci pour pouvoir appliquer des solutions environnementales, pour faciliter l'accès, pour explorer les alternatives si nous voulons. Vous pourriez peut-être nous en dire un peu plus sur en dehors de l'action climatique, de la reforestation, quels sont les plus grands défis pour le Ghana dans ce domaine? Est-ce que c'est financier? Quels sont les grands défis? Mais où voyez-vous également les opportunités de création de postes, d'emplois? Comment voyez-vous la situation en la matière? Oui, je pense que l'un des plus grands défis, c'est le financement. Et souvent, je parle à mes collègues et aux gens qui sont autour de moi. Et nous voyons qu'il y a un transfert de finances de gouvernement à gouvernement. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de reddition de comptes lorsque l'on voit comment ces gouvernements répartissent cet argent. Et donc, il y a une grosse question de décentralisation de ces financements. Nous avons besoin du même niveau de conscience que celui qui est accordé aux différents gouvernements pour
Il y a des financements peut-être par le biais de fonds verts pour le climat ou d'autres organismes de financement. Il faut qu'il y ait un changement de pouvoir, un transfert de pouvoir des gouvernements vers les jeunes. Pour ceci, il faut faire de plus en plus confiance aux jeunes, car il y en a de plus en plus qui démarrent de bonnes initiatives, qui peuvent transformer, qui peuvent faire changer les choses au bénéfice non simplement des jeunes, mais de tout le pays et de tous les pays, et pour transformer l'énergie, entre autres. Et l'un des défis que je perçois, c'est ce qui peut être le manque de compétences, en particulier pour l'énergie renouvelable. Bien entendu, je suis très préoccupée par ce futur des énergies renouvelables en Afrique. Il faut vraiment qu'on s'achemine vers ceci et rapidement pour notre industrie, pour nos économies, c'est indispensable. Et donc c'est important pour l'Afrique, en particulier pour les jeunes Africains, parce que ça va... Il y a des personnes qui ont besoin d'emploi, il faut pouvoir voir cette transformation comme une opportunité pour transformer les compétences, pour mettre les compétences entre les mains des jeunes, car ce que je vois en Afrique, c'est que l'Afrique est une sorte de centre pour l'énergie éolienne et photovoltaïque et pour tous ces renouvelables. Comment va-t-on être sûr que les jeunes sont dotés des bonnes compétences pour pouvoir s'attaquer à cette transformation qui est absolument nécessaire? Et ça, c'est véritablement là où je vois l'opportunité. Très bien, merci. Je voulais passer maintenant à la scène mondiale car vous avez été engagé dans des mouvements de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Comment êtes-vous passé, avez-vous fait ce saut de géant du niveau local au niveau international? Qu'est-ce qui vous a attiré, mais aussi vous a fait dire que les processus internationaux devaient être améliorés? J'aimerais comprendre votre cheminement en la matière et votre ressenti sur ce cheminement. Je pense que, bien sûr, on en fait trop peu si on agit uniquement à l'échelle locale. Ce qui a été ma plus grande motivation, justement, pour créer un mouvement, c'est que il faut simplement construire de plus grandes communautés pour transformer notre société. Si l'on travaille avec des personnes au niveau international, il va y avoir plus d'efficacité. Ça m'a beaucoup influencé. Et faire partie de processus de la COP à plusieurs reprises, par exemple de la COP 26. Ça a été une de mes missions et on a beaucoup travaillé dans ce sens. Et donc on y a participé. Je peux voir ce qu'est le processus de négociation de la sorte. Bien entendu, je comprends que c'est très difficile de rassembler, pour 196 pays d'arriver à un consensus sur la question climatique. Mais je pense que vu notre capacité d'action et vu la trajectoire vers laquelle doit se cheminer le monde et vu le réchauffement qu'on va peut-être connaître, il est vraiment très important de penser à un système international de négociation et d'accord sur les politiques climatiques et sur les négociations d'une façon qui transforme beaucoup plus les choses qu'actuellement. Donc je comprends tout à fait les complexités, mais je pense qu'il faut penser à un plus grand cadre de gouvernance qui nous permette de faire face aux questions climatiques d'une façon plus efficace. Et d'après votre expérience, parce qu'il y a eu un changement, il y a eu un mouvement pour que des personnes de la jeunesse soient intégrées autour de cette table, et parfois les jeunes disent d'accord, nous sommes là, mais en réalité c'est comme si nous n'étions pas là, car on ne fait pas entendre nos voix. Quel est votre ressenti sur ce point? Voyez-vous que les préoccupations des jeunes sont suffisamment écoutées, et surtout qu'on y répond et qu'on construit des politiques sur ces réflexions? Comment est-ce que ça fonctionne en pratique au niveau international? Ce que je peux dire, comme j'ai été dans des processus de la COP et des processus internationaux, je pense qu'en général, les jeunes ne sont traités que comme des observateurs. Ils ont une certaine position, par exemple avec les organismes subsidiaires, il y a des engagements techniques et là les jeunes ont eu l'opportunité de dire leur position, par exemple sur l'importance des contributions au niveau national et sur d'autres aspects prioritaires. Mais je pense qu'être un observateur
nous donne la possibilité, je ne pense pas que ça donne la possibilité d'être véritablement écouté. Quand on regarde comment ceci est constitué, on voit que les jeunes n'ont droit qu'à une représentation, alors que d'autres organismes vont avoir 5 ou 6 représentants. Et ces représentants qui vont être véritablement autour de la table. Donc, je comprends bien sûr la complexité, je le disais, mais il faut voir comment les jeunes peuvent faire changer la discussion, car il faut véritablement, on veut véritablement que soient atteints les objectifs climatiques et que tout ce cadre de décision soit changé dans les décisions politiques. Est-ce que vous pourriez me donner un exemple de la façon dont vous pourriez changer cela? Si vous aviez une baguette magique, peut-être que la baguette magique n'est pas le mot, mais si vous pouviez dire, voilà, ces changements sont véritablement nécessaires et on veut faire entendre notre voix, il faut qu'on nous entende. Je pense, pas une réponse toute faite, mais je pense que pour veiller à ce que les jeunes soient véritablement représentés autour d'une table de négociation, ce qui me vient à l'esprit, c'est comment les gouvernements se font entendre. Ils comprennent véritablement ce que signifie la représentation et le besoin pour les jeunes de faire partie de tout ceci. Il faut que les jeunes non seulement fassent partie des délégations, mais qu'ils aient le pouvoir, qu'ils aient une véritable représentation. Je pense qu'avec les observateurs, la représentation serait plutôt difficile, mais la façon dont on peut aller de l'avant, c'est si les gouvernements nous assurent, veillent à ce que les jeunes se fassent entendre et qu'ils soient dans ces réunions, qu'ils aient une véritable représentativité et qu'ils soient comme des négociateurs. Vous allez à la COP cette année? Quelles expectatives avez-vous? Oui, avec un peu de chance, on va aller à la COP. En général, c'est un système pour lequel il faut des accréditations et puis il faut un financement, bien entendu. C'est le nerf de la guerre. Et c'est plus difficile lorsque l'on vient des pays du Sud. Mais normalement, oui, j'aurai un financement pour aller à la COP. Pour ce qui concerne l'espoir, on voit que les Nations Unies sont quand même plutôt résolues à entreprendre de la transition énergétique et d'autres choses. Et dans le besoin de décarboner en vue de notre avenir, bien entendu. Mais ce dont on a bien sûr besoin pour cette COP 28, c'est qu'il y ait une transition équitable à partir des combustibles fossiles. Mais si l'on n'offre pas un message beaucoup plus ferme sur ce sujet, je pense qu'on est sur la mauvaise voie pour obtenir la justice mondiale. Donc avec un peu de chance, la COP va être associée avec les industries pétrolières pour la réduire, mais c'est un peu mes expectatives pour la COP 28. Très bien, merci. Donc maintenant, j'aimerais aborder les sujets technologiques, de ces nouvelles technologies proposées pour lutter contre le changement climatique, à savoir la modification du rayonnement solaire, la MRS. L'accent est mis sur l'atténuation et la réduction des émissions, mais il y a également cette technologie qui existe. Qu'est-ce qui vous a inspiré à projeter le documentaire Weather Control Debate on Geoengineering, donc sur le changement du temps et le débat sur la géoingénierie? Comment a été ce cheminement pour projeter ce film, ce documentaire? Oui, donc nous voulions projeter un film qui parle aux jeunes. Car j'ai découvert ce documentaire qui m'a été recommandé parce quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai été décontenancée.
parce que je ne viens pas d'un milieu scientifique, j'ai pas un bagage scientifique particulier, donc c'était, oui, j'étais désorientée, j'ai dû le revoir et j'étais à nouveau un peu perdue, donc il a véritablement fallu que je comprenne ce qu'était la géo-ingénierie et qu'elle en était, donc d'où l'importance qu'elle avait. Donc on a projeté ce film avec l'organisation, nous avons eu des panels de discussion après, des tables rondes après la projection, avec quelqu'un, on avait des ingénieurs, on avait quelqu'un qui travaille pour le gouvernement dans le domaine des géosciences. Et je pense que les premières réactions des jeunes ont été de... Ils ne connaissaient pas l'existence de la géo-ingénierie ni de la modification du rayonnement solaire, donc pour beaucoup de jeunes présents, c'était la première fois qu'ils en entendaient parler et c'était donc inédit pour eux. J'ai l'impression que pour certains, et d'après leurs commentaires, ils étaient très heureux, très contents, au moins d'avoir appris ce que c'était. Donc c'était un grand apprentissage pour eux et avec des bases scientifiques. Et quelle première réaction avez-vous eue, au-delà du fait de dire que c'était très intéressant? Avez-vous vu des personnes réagir en disant que ça pouvait être utile, au contraire que ça pourrait faire des dégâts, ou qu'on dirait on devrait explorer ceci, ne pas l'explorer? Quels ont été les commentaires que vous avez reçus et le ressenti des personnes sur à chaud après cette projection? Oui, les jeunes auxquels j'ai parlé, beaucoup disaient qu'on devrait examiner plus, explorer ceci et en savoir plus sur le sujet. Ils pensaient qu'il y avait peut-être des opportunités et qu'il fallait les examiner, les explorer, et en particulier parce que beaucoup de jeunes qui étaient présents sont des universitaires à l'Université du Ghana, donc se disent qu'ils peuvent orienter leur recherche, ça peut être un sujet de recherche intéressant pour eux, une recherche universitaire sur la géo-ingénierie. Il y avait aussi beaucoup d'activistes et de militants dans la salle qui étaient très sceptiques pour leur part et qui pensent plutôt aux risques potentiels dans tout ceci, sa campagne, et comment ceci pourrait affecter le continent africain, et donc de voir quel rôle ça pourrait jouer. Est-ce que ça pourrait affecter les pays du Sud? J'aimerais connaître votre opinion en la matière, car nous avons vu au cours des dernières semaines que la MRS a de plus en plus d'importance. Nous avons vu aux Nations Unies le rapport du programme des Nations Unies pour l'environnement. On a vu des choses qui viennent de l'Union européenne, des États-Unis également, et surtout peut-être des questions plus morales et éthiques, mais parallèlement à cela, il y a des voix qui se font entendre et qui s'élèvent et qui disent qu'on ne veut pas que ce débat soit mené. Donc, quelles sont vos principales opinions là-dessus? Comment voyez-vous le débat mondial sur la MRS et sur la recherche en la matière? Et comment peut-on impliquer les pays du Sud, et en particulier la jeunesse, pour qu'elle fasse partie des processus de décision et de gouvernance? J'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. Je pense bien entendu qu'il faut que nous soyons plus impliqués et que nous ayons des discussions plus approfondies sur la matière, en particulier dans les pays du Sud global, parce que cette question de la MRS et de la géo-ingénierie et des interventions climatiques les discussions sont très centrées pour le moment sur les pays du Nord global. On n'a pas encore de discussion dans les pays du Sud et beaucoup de personnes ne sont pas au courant, ne sont pas conscients de ce qu'est la MRS ni des interventions climatiques et de ce qu'on pourrait potentiellement faire pour limiter les situations de dépassement des températures vers lesquelles nous nous acheminons. Donc je suis d'accord avec le fait qu'il faut s'en savoir davantage, il faut explorer les avantages potentiels que cela pourrait avoir, et
Il faut voir également, il faut financer la recherche parce qu'il n'y a pas de financement pour la recherche et pas de canaux de financement. Donc, comment peut-on examiner, explorer ceci si on n'a pas de financement pour le faire? Ceci, pour moi, c'est un point capital. Je disais, comment est-ce qu'on va veiller à ce que les progrès technologiques soient une opportunité pour que les jeunes acquièrent des compétences, pour qu'ils comblent ce manque de compétences en Afrique dont je parlais tout à l'heure. À mon avis, c'est la chose la plus importante et ça doit faire partie de la discussion. Vous avez mentionné le mot dépassement à plusieurs reprises. Bien entendu, c'est un mot qui est de plus en plus utilisé et qui est intimement lié à cette discussion sur la MRS, car si, avec une situation de dépassement, les risques peuvent augmenter et nous aurions là une technologie ou une approche qui pourrait réduire les risques ou ne pas les réduire. Tout dépend du point de vue où on se place et lorsque vous parlez avec vos amis ou avec vos collègues de ces possibles technologies, comment les personnes les envisagent? Est-ce qu'il y a une façon, en équilibrant les risques contre les grilles, en balance risque-risque, ou est-ce qu'ils pensent plutôt que c'est quelque chose qu'on ne devrait pas faire ou que l'on devrait faire? J'essaye de comprendre comment les personnes abordent la discussion. Et d'un point de vue, est-ce que c'est d'un point de vue scientifique ou d'un point de vue plus émotionnel, plus émotif, des valeurs ou autres? Les discussions sur la finance sont très importantes parce que lorsque l'on parle de ce sujet, vous avez vu par exemple qu'à la COP de Copenhague, il y a eu la promesse d'un financement de 1000 milliards de dollars pour aider les pays du Sud. Mais parfois, ça instille plutôt la méfiance des pays du Sud. Et lorsque l'on entend ceci, en particulier, parce que c'est une discussion qui vient du Sud, on se demande si c'est pas une façon de nous leurrer, de faire quelque chose qui va nous affecter. Donc il y a cette méfiance lorsque l'on parle de ces discussions et il faut y répondre. La deuxième chose, c'est que les structures de gouvernance mondiale que nous avons actuellement ont échoué à incorporer les gens du Sud global. Et si on ne met pas les inégalités au centre des discussions sur la MRS et sur les interventions climatiques, on ne va pas aller de l'avant. Et il faut vraiment qu'on s'attaque à cette méfiance si l'on veut veiller à ce que les personnes puissent avoir des structures de gouvernance qui soient également favorables aux personnes des pays du Sud. Et si l'on peut être plus impliqué dans ces dialogues pour voir quelles sont les opportunités que cela peut offrir pour faire face au niveau d'émissions que l'on a. Et je pense que c'est fondamental à une époque où les personnes sont face à un flux d'informations et de fausses informations et où construire la confiance est l'un des plus grands défis. Terminons notre débat sur la MRS et sur sa gouvernance. Pourriez-vous nous recommander des étapes initiales qui pourraient être entreprises pour construire cette conscience? Que pourrait-on faire pour qu'il y ait une confiance, que les personnes ne pensent pas qu'on leur joue un mauvais tour et qu'on débat dans leur dos sur ce qui doit être fait ou pas? Qu'est-ce qui pourrait nous aider à instaurer cette confiance? Je pense qu'une façon d'instaurer cette confiance est en ayant un véritable dialogue avec notre organisation. C'est ce que nous faisons. Nous sommes sans cesse impliqués, engagés sur le terrain par le dialogue, par le biais du dialogue. Il faut qu'on soit encore plus impliqués. Comme ça, on peut faire face à la méfiance. La deuxième chose, c'est que l'Afrique ne devrait pas être une sorte de terrain d'expérimentation pour la modification du rayonnement solaire et ce type de technologie. Car il ne faut
Si on se sent utilisé comme une sorte de tube à essai dans le sud global, ou comme le terrain d'expérimentation de tout ça, ça ne peut pas conduire vers la confiance. Donc il faut vraiment un véritable dialogue et qu'il y ait une véritable gouvernance internationale. Très bien. Et pensez-vous que la jeunesse, les ONG, les organisations de la société civile avec lesquelles vous travaillez sont prêtes pour cette discussion? Sentez-vous qu'il y a une sorte de désir pour ceci ou est-ce qu'il y a-t-il encore beaucoup de travail à faire pour que les discussions soient menées? Comme je le disais, le manque de capacité est encore très grand. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont véritablement pas la moindre idée de ces discussions mondiales sur la MRS et sur les interventions climatiques. Il faut donc vraiment que nous comblions ces manques et ces lacunes avec les ONG, les organisations de la société civile, les associations sans but lucratif. Il faut travailler sur cette dimension climatique pour qu'il y ait un véritable transfert des connaissances vers des pays du Sud global comme le Ghana ou les pays africains. D'après ce que j'ai vu, d'après mon expérience dans le domaine climatique, il y a encore un très grand manque de capacité. Et une dernière chose sur le sujet, d'après vous, où ces discussions doivent-elles avoir lieu? Est-ce que c'est dans des organismes, des organes des Nations Unies ou d'autres endroits où ces discussions devraient être tenues pour justement restaurer la confiance dont nous parlons et cette confiance locale? Ouf, c'est une question difficile. Je pense que la question de la représentation est fondamentale. C'est pas véritablement l'endroit qui est important, mais il faut veiller à ce que ces discussions représentent tout le monde, les personnes marginalisées, les gouvernements, la jeunesse, les personnes qui viennent de différents horizons, les peuples autochtones. Comment est-ce qu'on a ces discussions en étant sûr que toutes ces personnes sont représentées? C'est vraiment comme ça qu'on peut avoir une véritable discussion. Merci. Pour terminer notre discussion, j'aimerais vous demander où vous trouvez des sources d'espoir, parce que pour lutter contre le fait qu'on peut être désespéré lorsqu'on travaille sur des questions aussi difficiles que celle du climat, en votre fort intérieur, quel niveau d'espoir gardez-vous dans le fait que l'humanité va être capable d'atteindre ses objectifs climatiques de votre vivant et éviter les pires effets des changements climatiques? Ces questions sont une grande motivation pour moi parce que comme je suis militant du climat et que je suis quelqu'un qui réfléchit, je pense qu'il faut mener ces luttes sur les financements et autres. Il faut voir l'aspect professionnel qui doit faire part de ces discussions. Où est-ce que je trouve l'espoir? Dans la possibilité d'être la personne qui peut transformer quelque chose, des choses, à mon petit niveau, à une petite échelle. Et dernièrement, je pense vraiment à m'engager peut-être dans la vie politique. Il y a une devise qui me motive beaucoup, c'est de dire que le ciel a des limites, mais c'est la politique qui mène le monde finalement. Il faut qu'on ait plus de jeunes qui réfléchissent beaucoup sur la société, qui sont très sensibles aux injustices. Il faut qu'ils occupent des espaces de gouvernance et pourquoi pas entamer une carrière, par exemple, pour être maire. Et parfois, c'est là où je trouve de l'espoir, car je comprends que je peux faire ma carrière dessus et faire vraiment quelque chose et avoir une gouvernance politique. Et je pourrais le faire. Et je pense que ce qui me donne de l'espoir, c'est de me dire que si je ne le fais pas, qui va le faire? Et bien sur cette note très inspirante, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui à Setuji Talk.
Merci Marc, c'est moi qui vous remercie.